Bienvenue à cette deuxième soirée et conférence grand public de la Maison Marie-Élisabeth en collaboration avec Appui Bas-Saint-Laurent. Je me présente, je m'appelle Ève Bélanger, je suis professeure en travail social à l'Université du Québec à Rimouski, mais j'ai la chance aussi de faire partie de la belle et grande équipe de la Maison Marie-Élisabeth à titre de bénévole. Et j'aurai l'honneur d'animer cette soirée, soirée qui se vit en présence avec vous, mais qui se vit aussi dans le monde virtuel. Donc, j'en profite pour saluer les gens à la maison. Donc, la technologie nous permet d'élargir notre public, donc c'est formidable. J'en profite aussi pour remercier d'emblée Martin Perron qui s'occupe de la web diffusion. Je remercie aussi Maude Roy-Martin, qui est également bénévole à la Maison Marie-Élisabeth et qui va nous permettre de garder le lien avec notre communauté virtuelle ce soir. Et pendant que je suis dans les remerciements, ben on va continuer. On tient à remercier aussi Desjardins et encore une fois Appui Bas-Saint-Laurent pour le soutien financier à cette soirée. Et je remercie aussi nos belles jeunes filles à l'accueil des élèves de l'École Saint-Jean au programme international qui vous ont accueillis chaleureusement et avec tout leur sourire. Merci les filles. Donc, je l'ai dit, on a eu une première conférence en décembre dernier où on a fait la connaissance de certains de nos bénévoles qui sont venus partager leur expérience, une expérience qui est pas banale dans leur vie. Et ce soir, pour la deuxième conférence, on avait envie d'aller à votre rencontre, de vous parler du quotidien de la Maison Marie-Élisabeth. On a fêté en mars dernier notre 9e anniversaire. Donc, ça fait déjà 9 ans qu'on accompagne les personnes jusqu'à la fin de leur vie, qu'on accompagne les proches, les familles, en donnant avec tout notre cœur, toute notre sollicitude, des soins ajustés à leurs besoins, un soutien aussi sensible, humain, près des gens. Et je pense pas que je me trompe si je dis ce soir que tout le monde se sent concerné par la mission de la Maison Marie-Élisabeth. On connaît tous de près ou de loin quelqu'un qui est venu à la maison. Donc ce soir, on avait envie de vous raconter ce qui se passe à la Maison Marie-Élisabeth, de vous rapprocher du quotidien dans toutes ses dimensions, de répondre aussi à des questions qu'on a encore, malgré que ça fasse 9 ans, on a encore des questions, répondre à celles que vous pourrez avoir aussi ce soir spontanément, tant dans la salle que dans notre communauté virtuelle, comme je le mentionnais. Et moi, il y a encore des gens qui me disent régulièrement, moi, Ève, quand je passe devant la Maison Marie-Élisabeth, j'ai un frisson, je suis émue. Juste de m'imaginer qu'il y a des gens qui vivent leurs derniers instants dans ce lieu-là, ça me bouleverse. Donc, je pense que Appui Bas-Saint-Laurent et la Maison Marie-Élisabeth ont eu une excellente idée en ouvrant le dialogue entre nous ce soir. C'est porteur des soirées comme ça. Pour justement échanger entre nous sur ce qui se fait, sur ce qui se passe, démystifier des choses ensemble. Donc, je pense que ça valait la peine. Ça va permettre là, de clarifier, encore une fois, répondre à vos questions que vous pourrez avoir ce soir. Et je suis bien entourée à l'avant, donc de nos généreuses conférencières qui vont venir partager leur expertise en regard de leur rôle aussi qu'elles jouent à la Maison Marie-Élisabeth, encore là avec tout leur cœur. Donc, je vous présente d'abord Dr Marie-Josée Peilleur, qui est médecin à la maison depuis les tout débuts. Donc, une pionnière dans ce volet médical-là qu'on offre à la Maison Marie-Élisabeth, indispensable. Je vous présente aussi Manon Malouin, qui est coordonnatrice des soins, qui est là aussi depuis de nombreuses années. Et je vous présente une nouvelle recrue à la Maison Marie-Élisabeth, donc Cindy Laflamme, qui est travailleuse sociale à la maison. Et avant de leur laisser la parole, je vais inviter aussi Madame Paul Côté, qui est notre directrice générale par intérim depuis peu aussi. Donc, voici une excellente occasion de vous la présenter ce soir. Donc, merci Ève pour ta présentation. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec vous ce soir, avec vous ici et vous par le biais de la web diffusion, à la deuxième conférence grand public de la Maison Marie-Élisabeth. Ève l'a dit, je suis directrice générale par intérim en remplacement de François Gamache pour les prochains mois.
Vous avez possiblement vu ou entendu dans les médias que François suit présentement des traitements pour ou contre la leucémie. François voulait qu'on sorte l'information publiquement dans un souci de transparence. Je suis en poste depuis 2 semaines seulement. J'ai eu la chance de rencontrer les employés, puis plusieurs bénévoles aussi, puis je peux vous dire que c'est des gens vraiment passionnés par ce qu'ils font. Ce soir, il y a une petite partie de l'équipe des soins qui est avec nous, que vous allez entendre, qui vont vous parler de leur travail au quotidien. Je peux vous dire que c'est une équipe qui fait un travail absolument exceptionnel et très attentionné pour accompagner les résidents de la maison. Alors, la maison ou le type d'établissement qu'on a se distingue par rapport aux autres services pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a un nombre restreint de places de lits, ce qui fait en sorte que les services sont très personnalisés, puis que les besoins peuvent être pris en compte au fur et à mesure qu'ils évoluent. La maison vise aussi à se rapprocher le plus possible d'un milieu familial, en accueillant puis en prenant soin des résidents, mais pas seulement des résidents, mais aussi des proches puis de la famille. Puis ça, c'est vraiment typique ou unique, je dirais, à ce type d'établissement-là qui est les maisons de soins palliatifs. Finalement, la maison prend en charge tous les aspects administratifs et médicaux liés au séjour des résidents, ce qui fait en sorte que la famille et les proches peuvent vraiment se concentrer sur ce qu'il y a de plus important, c'est-à-dire prendre le temps puis passer les derniers moments avec leurs proches, donc en profiter le plus possible. Les services qu'on offre, les soins palliatifs, sont gratuits, mais pour assurer la pérennité de ces services-là, il faut aller chercher de l'argent dans le milieu. C'est 700 000 $ par année qu'on doit recueillir. Donc, on a besoin des dons de la population, évidemment. On a besoin que la population d'affaires et la population de la région participent à nos activités. Donc, merci beaucoup à tous. Je cède la parole maintenant à Ève. Merci beaucoup, Madame Côté. Bienvenue encore à la Maison Marie-Élisabeth. Alors, pour lancer notre premier bloc d'échange, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a encore beaucoup de questions au quotidien sur la Maison Marie-Élisabeth. Et je repars d'un exemple que j'ai vécu la semaine dernière tout juste. Donc, j'ai un appel à la maison. Ma belle-maman m'appelle pour me dire qu'un membre de la famille de son conjoint est malheureusement dans ses derniers moments de vie. Il est à l'hôpital, il est en phase terminale, il aimerait venir à la Maison Marie-Élisabeth, la famille aimerait qu'il vienne à la Maison Marie-Élisabeth et elle me demande comment je fais, Ève. Donc, on a beaucoup de questions sur à qui s'adresser, comment faire, les critères d'admissibilité, qui peut aller à la Maison Marie-Élisabeth, à quelles conditions. Donc, je laisse la parole à Dr. Payeur. Vous ajustez un peu avec le micro, ça va? Alors, dans le fond, le premier contact qui doit se faire, c'est entre le médecin traitant du patient, qu'il soit en centre hospitalier ou le médecin traitant, le médecin de famille en clinique externe. On doit avoir ce contact-là avec le médecin de garde présent à la maison pour vérifier l'admissibilité, vérifier s'il correspond bien aux critères que la maison a bien conçus pour accueillir la personne. Alors, c'est capital d'avoir ce premier lien-là. On va vérifier si le pronostic estimé de cette maladie-là terminale est de moins de 2 mois. Grosso modo, la médecine, c'est pas une science exacte. On essaie d'y aller avec le plus de critères objectifs possible. Il y a des grilles de critères qui permettent d'estimer des fois un petit peu mieux le pronostic. Mais enfin, c'est par cet échange-là qu'on permet de cibler la bonne personne. Et là, il y aura un comité d'admission composé de la coordonnatrice, du médecin de garde de la maison, de la travailleuse, en fait, de l'infirmière en soins palliatifs à l'hôpital et de l'infirmière coordonnatrice de soins palliatifs à domicile. Alors, ces gens-là se concertent régulièrement, quotidiennement, pour savoir aujourd'hui qui on admet. Alors, pour admettre la bonne personne au bon moment.
Et on a besoin, évidemment, pour bien traiter le patient à la maison, avoir suffisamment de renseignements sur ce patient-là, ses antécédents, les médicaments qui sont pris actuellement, les traitements qu'il a reçus, pour permettre de faire les meilleurs soins possibles, puis de pouvoir ajuster, nous, à la maison, selon l'état global, la situation globale de ce patient-là. Sa situation sociale, qu'est-ce qu'il vit présentement pour pouvoir s'ajuster. Tout diagnostic. Alors, la Maison Michel-Sarrazin accueille que les gens atteints de cancer. La Maison Marie-Élisabeth peut accueillir tout diagnostic. Alors, ça peut être une condition d'insuffisance rénale terminale, ça peut être une insuffisance cardiaque terminale. Il n'y a pas de diagnostics qui sont exclus. C'est la condition globale du patient qui est en situation terminale, qui lui reste peu de mois à vivre, peu de semaines à vivre. Et tout âge, on a accueilli des bébés, on a accueilli un bébé, on a accueilli quelques enfants, adolescents. Alors, il n'y a pas d'âge qui sont exclus de la maison. Et quand ça a été le cas, par exemple, d'un bébé ou d'un enfant, ça a été en collaboration étroite avec des médecins en soins palliatifs du CHUL qui nous assuraient de leur constante disponibilité le 24/7. Alors, comme c'était une expérience toute nouvelle pour nous, on avait cet appui-là. Voilà, c'est pas mal, en tout cas, les échanges qu'on doit d'abord avoir pour décider de l'admissibilité, puis Et là, je cède la parole à Cindy pour faire la suite au niveau social. Oui. Donc, moi, dans le fond, je vais vous parler des 2 portes d'entrée pour pouvoir admettre à la Maison Marie-Élisabeth. Dans le fond, la première porte d'entrée, celle qu'on utilise quand même à 60% du temps, c'est la porte de l'hôpital. Fait que dans le fond, ça se peut qu'en cours d'hospitalisation, avec le médecin qui hospitalise, il y a une décision d'aller vers les soins palliatifs et vers la Maison Marie-Élisabeth. À ce moment-là, il y a l'équipe de soins palliatifs qui va se mettre en place autour de la personne si c'est pas déjà fait par le passé, et il pourra avoir des échanges avec infirmières, travailleuses sociales et psychologues de cette équipe-là avant leur admission à la Maison Marie-Élisabeth. Il y a la possibilité aussi d'admettre à partir du domicile. Fait qu'à ce moment-là, c'est davantage avec les infirmières du CLSC qu'on va échanger, qu'on va avoir l'information. Quand tout le processus avec le médecin est fait, puis qu'on nous dit, ben maintenant, il est admissible, ça ne veut pas dire que la personne va entrer automatiquement à la Maison Marie-Élisabeth, va être davantage placée sur une liste d'attente s'ils souhaitent rester à la maison le plus longtemps possible. Bien souvent, c'est ça qu'on va voir. Les gens vont vouloir rester à la maison tant que ça sera possible. Fait qu'à ce moment-là, c'est moi qui vais se déplacer vers eux. Je vais aller les rencontrer, eux et leurs proches qui souhaitent être présents, pour pouvoir prendre un moment avec eux. Fait que c'est 1h, 1h30 que je passe avec eux pour discuter de la maison, du fonctionnement. Je vais apprendre à les connaître aussi, qui sont leurs proches, qu'est-ce qu'ils aiment, même pas, leur fonctionnement, leurs difficultés. Puis aussi, qu'est-ce qu'ils s'attendent de nous quand ils vont arriver à la Maison Marie-Élisabeth? Qu'est-ce qu'est pour eux les soins palliatifs et dans le fond, suite à leur admission, qu'est-ce qu'ils s'attendent? Ça va me permettre aussi de répondre à certains questionnements, certaines craintes qu'on va pouvoir aborder. Puis on va aussi aborder le cheminement face à la prochaine étape de la maladie là, qui s'en vient. Depuis la mise en place de ces rencontres-là, ça fait un petit peu plus d'1 an que c'est mis en place, là. On les fait de façon de plus en plus régulière. Maintenant, c'est rendu chose commune. Puis on voit vraiment là, des bienfaits de ces rencontres-là. Quand les gens vont arriver à la Maison Marie-Élisabeth, d'abord pour nous, ça va nous aider à faire un accueil qui est davantage personnalisé à cette personne-là, puis qui va davantage correspondre à leurs attentes. Puis pour la personne qui vient vers nous, ben à ce moment-là, elle, ça lui donne un visage connu. On a déjà créé un petit lien lors de cette rencontre-là. Puis on les sent beaucoup moins anxieux là, lors de leur arrivée, parce que maintenant, la maison est un milieu qui est un peu plus connu et démystifié pour eux. Fait que je vais vous laisser avec Manon qui va nous parler de qu'est-ce qu'on fait quand on a un lit de disponible. Alors maintenant, mes collègues ont travaillé beaucoup. Puis là, c'est l'étape quand on a un lit de disponible chez nous. Parce que tout à l'heure, ce qu'on a dit, c'est qu'on a juste 7 lits.
Donc, là, on a une confirmation. On a une place de disponible. Moi, je vais faire un appel soit au CLSC, soit à l'hôpital pour convenir des priorités. Quelle est la personne qui va arriver chez nous? Et puis, par la suite, comment elle va arriver à la maison? Nous, la première question qu'on pose, c'est est-ce que la personne désire venir à la maison Marie-Élisabeth? Parce que vous savez, c'est le premier critère. C'est pas le critère de savoir si on a moins de 2 mois, tout ça. Ça, une fois que c'est accepté, après, la personne, est-ce qu'elle est prête? Donc, moi, je m'informe, puis l'infirmière, elle peut me dire, ben oui, elle veut venir, mais en fin de semaine, elle attend des visiteurs. Il y a quelque chose qu'elle voudrait préparer. Donc, on peut prévoir l'admission, mais on peut lui donner un moment pour qu'elle arrive chez nous. Parce que c'est un moment important, c'est des moments sacrés. Donc, on veut que l'admission se fasse dans les meilleures conditions possibles. Alors ça, c'est des choses qui peuvent se passer. Ça veut dire quand elle va arriver, ça va être décidé en équipe, soit avec l'hôpital, soit avec le CLSC. Puis ensuite, on peut dire comment elle va arriver. Est-ce qu'elle va arriver en ambulance? Est-ce qu'elle va arriver de chez elle accompagnée en auto avec quelqu'un? Est-ce que il y a plusieurs façons là de. Fait, tout ça, c'est l'information qu'on va prendre juste avant qu'elle arrive chez nous. Je vais laisser Ève continuer avec un petit peu. Vous comprendrez que je fais la liaison avec les questions qu'on nous pose. Donc, les personnes sont admises. Moi, souvent, ce qu'on me pose encore une fois, c'est comment ça se passe à la maison. Est-ce que c'est des chambres pour une personne? Est-ce que c'est des chambres partagées? La place des proches? Est-ce que je vais pouvoir aller voir mon conjoint? Est-ce que je vais pouvoir dormir à la maison? Est-ce que je vais pouvoir manger à la maison? Est-ce que je peux amener mon animal de compagnie à la maison? Les services qui sont offerts, c'est quoi? Donc, c'est un petit peu ce qu'on nous demande. Ou aussi, est-ce que, ça, on l'entend souvent aussi, est-ce que c'est mon médecin qui va continuer de me suivre? Parce que j'ai un bon lien avec lui, parce qu'il me connaît bien, il me suit depuis des années. Comment ça fonctionne aussi au niveau médical? Ma médication, est-ce que ça va suivre aussi? Donc, des questions à la fois très techniques, mais aussi dans la vie, dans l'ambiance de la maison, comment ça se passe. Donc, je suis sûre que vous avez de bonnes réponses à donner à ça. Bon, maintenant, il y a quelqu'un qui a décidé qu'il voulait venir chez nous. On va l'accueillir. Premièrement, chez nous, on dit que c'est une maison de vie. Fait que nous, on accueille la vie. On parle pas de mort à l'arrivée à la maison. C'est très vivant. Quand vous rentrez à la maison Marie-Élisabeth, c'est accueillant, c'est chaleureux, puis les gens y retrouvent une atmosphère de paix. Donc, on accueille les gens dans la vie. Les personnes vont avoir une chambre privée. Tout le monde a une chambre privée chez nous avec une salle de bain. Avant de les accueillir, ben là, est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un homme? On commande des fleurs. Les gens vont toujours être accueillis avec des fleurs qui sont offertes par un fleuriste en ville, la Maison Fleurie, je vais la nommer, parce qu'elle offre un bouquet de fleurs, de 3 roses à chaque personne qui sont arrivées chez nous depuis 9 ans maintenant. Alors, c'est important de le dire. Et puis ensuite, on va accueillir aussi la famille. Est-ce qu'il va y avoir une épouse, une conjointe, on s'informe de tout ça. Il va peut-être avoir des enfants aussi. Et puis, on l'installe dans sa chambre. On va faire une admission. Donc, on a des petits papiers à remplir, des choses comme ça. Mais ça se fait avec le rythme de la personne. Parce que la personne qu'on reçoit, on a eu un portrait d'une personne qui a une maladie en phase terminale, donc peut-être très fatiguée, il arrive de l'hôpital, il se passe plein de choses. Donc déjà là, on commence à s'ajuster à la personne qui est là. Ça devient un des êtres les plus importants qui arrive. Donc, tout va être fait pour s'ajuster à cette personne-là. Donc, dans sa chambre, il va avoir des commodités, comme un réfrigérateur, où il va pouvoir mettre ses petites choses personnelles. Il va avoir un téléviseur qui a déjà... ça paraît pas, mais à l'hôpital, il faut souvent payer pour avoir la télévision. Chez nous, la télévision est déjà installée avec le câble de base pour ceux qui veulent écouter. Il va avoir un lit d'appoint, un fauteuil où on peut dormir aussi. Donc, la famille peut rester 24 heures sur 24. Il n'y a pas de gardien de sécurité chez nous. On dit que dans la chambre, vous êtes chez vous. Donc, décidez combien vous allez avoir de gens qui vont venir, comment ça va se passer, toujours dans le respect des autres, mais dans leur chambre, ils sont chez eux. Ils vont la décorer à leur façon, on leur demande d'apporter des photos, ils vont... on va dire, comment vous voulez que ça se passe? C'est des questions qu'on pose. Il y a un téléphone, les soins quotidiens. La personne arrive,
Bon, il y a toutes les choses qui sont faites. Puis là, on va leur demander le matin. Nous, on les réveille pas pour déjeuner. Quand ils vont se réveiller, la journée commence comme ça. On va leur offrir un déjeuner. Souvent, c'est les bénévoles qui vont arriver, ils vont dire « Est-ce que vous avez faim? Qu'est-ce que vous voulez manger? » Puis ils vont aller préparer le repas, comme chez eux, familial. Puis ils vont servir ça avec tout le respect qui va avec ça. On n'impose pas d'heure de repos. Ils peuvent manger des collations. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui ont travaillé de nuit toute leur vie, hein? Fait qu'ils vont peut-être pas dormir la nuit. Peut-être qu'ils vont avoir envie de manger des céréales à 2 heures du matin puis écouter la télévision. Ça se passe comme ça. Ça se passe dans le grand respect, comme la personne est. Donc, les menus, on a un cuisinier sur place. Puis lui, ben, sa façon d'aider les gens puis de les accueillir, c'est de faire des petites choses qu'il aime. Fait qu'il va, et lui, là, il va s'enquérir de savoir qu'est-ce qu'elle aime, cette personne-là. Puis le menu va être un petit peu ajusté avec la personne. Il n'y a pas de restriction alimentaire chez nous. Hein? Quand on vit les derniers moments, là, on n'a pas de régime. Un diabétique qui mange du chocolat puis du sucre. Puis celui qui a surveillé son cholestérol toute sa vie, il mange du bacon. C'est comme ça que ça fonctionne. Il peut manger dans sa chambre, il peut manger dans la salle à manger. L'été, vous allez voir, Cindy va vous expliquer tout à l'heure toutes les petites choses qu'on peut faire pour accommoder. La famille peut manger avec lui dans sa chambre, peut aller manger à la salle à manger. Le plus possible, ça se passe comme ça. Ensuite, les bains, le bain. S'il est trop fatigué, il y a des préposés avec nous qui vont nous aider. On va avoir un bain au lit. Mais on a aussi un bain thérapeutique. Puis pour nous, recevoir un bain, c'est un soin. C'est comme un médicament. Donc, si la personne doit avoir un bain à tous les jours, elle va avoir un bain à tous les jours. On a des bains adaptés avec une chaise hydraulique qui fait que la personne n'a pas... on va la chercher dans sa chambre, puis tout se passe avec de la musique, petite chandelle s'il faut. Ils prennent le temps qu'il faut. C'est un soin. Ensuite, on dit que c'est ça, les visiteurs peuvent rester le temps qu'ils veulent. On a parlé de la possibilité d'avoir un animal de compagnie. Si la personne a un animal chez eux, il peut l'apporter à la maison Marie-Élisabeth, sous certaines conditions, bien sûr, que quelqu'un de la famille puisse s'en occuper. Mais il y a des gens qui sont venus chez nous avec 2 chats, les litières étaient dans la salle de bain, un chien qui couchait au pied du lit. Donc ça fait partie de la vie de la personne et c'est très important. C'est un proche aussi. Donc, l'animal de compagnie peut être accepté. On a déjà eu même un papillon, des oiseaux, toutes sortes de choses. Les gens peuvent fumer à l'extérieur comme dans les endroits publics. Même chose pour maintenant, on parle de cannabis. Avec ça aussi, ça, c'est des choses qu'on pourra se passer à l'extérieur, mais toujours avec les règlements des endroits publics. On peut prendre de l'alcool chez nous. On est toujours avec modération, mais si quelqu'un veut prendre un verre de vin en mangeant, prendre une petite bière avec ses amis, c'est comme ce que vous vivez à la maison. On peut apporter ses couvertures, ces choses qu'on aime. Il faut que ce soit un cocon. Hein? Puis on dit que les moments que les personnes vivent chez nous, c'est sacré. Chaque instant leur appartient. Et fait qu'il faut qu'ils vivent ça à leur façon. Ensuite, on dit aussi que on a des bénévoles de 8 heures à 8 heures du soir. Des bénévoles généreux. Dans toute la maison, on a 180 bénévoles. Vous en parlez tout à l'heure. Une quarantaine de bénévoles formés qui travaillent avec nous aux soins pour donner encore plus de petits velours à ce temps-là. Ils s'y prêtent très bien. Infirmières auxiliaires, les 3/4 de travail, de jour, de soir, de nuit. Et puis les préposés le matin et qui travaillent aussi le soir. Travailleuses sociales disponibles avec nous 5 jours semaine. Puis entretien ménager là, qui se fait à tous les jours aussi dans les chambres. Alors, c'est comme ça que ça se passe. Il y en a des gens qui nous appellent le Reine Élisabeth, mais on essaie d'être un petit peu 5 étoiles, mais toujours en gardant le côté humain, puis toujours dirigé par la personne. C'est un petit peu ça. C'est comme ça qu'on accueille nos gens chez nous. Fait que maintenant, c'est l'équipe médicale qui va les accueillir. C'est de valeur. J'ai pas de smoothie à donner ou de bain à donner, mais on a des petits médicaments des fois qui aident un petit peu quand même à soulager certaines souffrances. Là, ça témoigne bien de notre travail d'équipe, hein, et de la cohésion. Fait que les soins infirmiers, les bénévoles ont accueilli la personne.
Et là, nous, on s'ajuste après ça pour aller creuser les besoins plus précis médicaux de la personne. Pendant ce temps-là, pendant que l'accueil s'est fait, nous, on a pris connaissance du dossier, on a communiqué avec la pharmacie, on a eu déjà la communication le jour même avec le médecin qui nous a fait le transfert. Et puis, là, on s'enquérit de comment aider la personne. Et on s'ajuste, comme disait Manon, on s'ajuste à l'état de la personne. On sait qu'il y a un transfert qui vient de se vivre. On sait qu'il y a souvent de la douleur qui est associée, de l'essoufflement, de différents symptômes. Puis, on essaie d'y aller en douceur. Puis, on s'ajuste. Si on peut pas avoir tout le regard sur l'ensemble de la personne, bien, on l'aura en 2 temps. On l'aura le lendemain, on complétera. On essaie d'aller chercher aussi beaucoup l'information par la famille. Quand la personne est épuisée, ben la famille peut prendre le relais pour nous donner énormément d'informations. Comment sont passés les derniers jours? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'ensemble de sa condition dans les dernières journées? Y a-t-il eu beaucoup d'entredoses? Qu'est-ce qui s'est présenté? Il y a un médecin, en fait, il n'y a pas 2 fonctionnements, mais en fait, une personne qui est accueillie peut être suivie par son médecin traitant, son médecin de famille traitant. En général, c'est difficile dans une semaine de travail de concilier des soins qui demandent autant d'attention et autant de disponibilité à travers une semaine de bureau. En général, les médecins choisissent de nous transférer son patient et de faire si ça peut se prêter, des visites de courtoisie à son patient. Mais en général, là, on prend le relais pour l'ensemble du suivi à la maison. Il y a une équipe de soins, il y a une équipe de médecins qui ont décidé collectivement de faire leurs soins à leurs patients à la maison. Alors, ils se relaient de temps en temps, quand un n'est pas disponible, mais ils ont pris ce choix-là comme clinique. En général, comme je vous dis, c'est l'équipe qui est de base. Ça a fluctué, cette équipe-là. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une cohésion dans l'équipe régulière depuis le début de la maison pour assurer la formation continue, de se tenir au courant des dernières données, de les échanger. Il y a des réunions régulières. Et quand on a des réunions, c'est en collaboration avec la coordination des soins, avec le travail social, et ça témoigne du besoin de travailler en équipe. Et là, à ce moment-là, quand on est de garde, quand un médecin est de garde pour la semaine, c'est 1 semaine de temps. Il y a un transfert qui va s'effectuer à la fin de la semaine pour le prochain qui va suivre. Ce transfert-là, il est autant écrit que verbal. Et il est disponible 24 heures sur 24. Tout besoin d'ajustement aigu d'urgence, si c'est la nuit, l'infirmière va nous rejoindre. En général, on passe une demi-journée à la maison pour assurer les soins de tous les patients qu'on a sous notre charge. Je voulais aussi dire que c'est pas mal ça. Les services, les médicaments, on a affaire avec une pharmacie, une pharmacie d'officine qui a affaire avec nous. Fait qu'il y a un changement de pharmacie qui doit s'opérer parce qu'il y a trop de médicaments injectables, difficiles à gérer quand il y a plusieurs pharmacies. On a fait l'expérience et c'est pas gérable, là. Alors, c'est pour ça que ce choix-là a été fait. Ce qu'on veut, là, c'est le meilleur bien-être possible dans les circonstances. Bien sûr qu'on ne sera peut-être pas capable d'assurer un confort total, mais c'est du moins notre grande volonté. Et on va y aller par toutes les façons, avec tout ce qui est disponible en 2019 pour faire des soins palliatifs de qualité. Et quand on n'a pas la réponse, on va essayer d'aller la chercher. Alors, régulièrement, dans des situations difficiles, tu te souviens, Manon, on a fait affaire à la Maison Michel Sarrazin, à l'Hôtel-Dieu de Québec, qui ont beaucoup de cancérologie. Fait qu'on va chercher l'expertise ailleurs au besoin. On fait la suite avec... Justement, médication, j'aimerais que tu me parles, Marie-Josée. Quand les patients arrivent, est-ce que tu enlèves tous les médicaments? Oui, c'est ça que je voulais ajouter. Merci, Manon. Merci, Manon. Alors, en fait, quand le patient arrive avec sa médication, il y en a encore souvent qui a été poursuivi au niveau de la médication cardiaque. Quand on a un grand cardiaque qui vient en insuffisance cardiaque terminale, bien, il y a beaucoup de médicaments pour ralentir le cœur, pour s'assurer qu'il y ait une tension acceptable. Bon, il y a des choses en fin de vie, il y a des aspects en fin de vie qui sont moins utiles d'être traités, bien sûr. Et là, il y a des médicaments qui vont être retirés. Mais tout ce qui va assurer son confort ou éviter des inconforts, on va les garder. On
on va les maintenir. Des fois, c'est des antidépresseurs, des fois, c'est des médicaments pour l'anxiété. Il faut absolument pas enlever ça rapidement. Là, s'il y a des choses qui peut-être devront être sevrées graduellement pour éviter qu'à la toute fin, on ait plus de problématiques. Mais en général, ça va être poursuivi et ajusté. Fait que moi, dans le fond, comme travailleuse sociale, l'infirmière a passé, le médecin a passé. Fait que moi, ben, je leur laisse un break. Fait que je vais normalement voir les gens là, dans les journées qui vont suivre l'admission parce que la journée d'admission est quand même très significative, très importante, chargée en émotions, chargée en rencontres et tout. Fait que, puis en plus d'être épuisant physiquement, fait que dans le fond, je vais attendre un petit peu avant d'aller les voir dans les premières journées, des fois le lendemain, le surlendemain. Je vais pouvoir aller rencontrer la personne et sa famille au chevet. Si ça n'a pas été fait antérieurement à la maison via une visite à domicile, ben, je vais refaire un petit peu le même processus que j'ai fait à domicile, c'est-à-dire voir un petit peu avec eux leur adaptation, leurs attentes, leurs besoins, répondre à leurs questionnements et tout. Fait que ça, c'est fait dans un premier temps. Mon rôle à la maison Marie-Élisabeth, bon, c'est sûr qu'il y a toujours, on parle beaucoup de l'accompagnement, la travailleuse sociale, on va écouter, va conseiller, va guider, va accompagner, bref. Mais il y a aussi la possibilité là, du travail interdisciplinaire, comme qu'on parlait tout à l'heure, avec mes collègues. Fait que s'il y a des situations qui sont particulières, je vais pouvoir m'impliquer avec eux pour pouvoir trouver le meilleur, en collaboration avec le patient, bien sûr, là, trouver la meilleure façon pour pouvoir les aider puis rendre leur séjour agréable. Fait que je peux aussi, dans le fond, sans m'ingérer là, dans la vie des gens, c'est vraiment pas mon but, là, c'est plus de travailler des fois l'acceptation, le processus de fin de vie avec eux, mais aussi avec leurs proches qui doivent les accompagner. Les proches aidants offrent un soutien de longue haleine, bien souvent depuis de longues semaines, de longs mois, de longues années. Puis ce processus-là peut être épuisant. Fait que c'est de retrouver aussi son rôle de conjoint, son rôle d'enfant, son rôle de frère, de sœur auprès de la personne, délaisser la partie un petit peu infirmière, préposée à l'équipe pour pouvoir profiter davantage de ce lien-là qui l'unit à la personne. Par contre, si la personne veut dire, ben moi, je veux continuer à donner l'hygiène ou à offrir certaines choses, c'est possible aussi. Dans le fond, on fait tout ça en équipe, ces décisions-là. Mais les proches, dans le fond, ont la place qu'ils souhaitent avoir auprès de la personne qu'ils aiment. Il y a aussi quand il y a des conflits familiaux, ça l'arrive, on se le cachera pas, puis en processus de fin de vie, des fois, ça vient exacerber certaines choses. Fait qu'encore une fois, mon but n'est pas plus de l'ingérence, mais plutôt du soutien pour pouvoir accompagner la personne, puis que ça se fasse dans le meilleur respect possible, puis en fonction de ses désirs à lui. Il est important, c'est ça, de souligner la place des proches qui vont être accueillis à la maison. C'est ça, peu importe leur âge. Dans le fond, qu'il y ait un petit-fils de l'âge de 2 ans, de 8 ans, de 16 ans, un enfant de 20, 30, 40, 50, 60, un conjoint, une conjointe, tout le monde est accueilli au même titre à la maison Marie-Élisabeth. Comme Manon le disait tout à l'heure, les personnes, quand ils arrivent, vont y avoir leur pochette d'admission qu'on fait avec eux. Moi, à ma première rencontre, je remets, dans le fond, un dépliant au proche aidant qui va aborder plusieurs thématiques de la proche aidance, les impacts, les différentes ressources qui vont exister, les démarches qui peuvent être associées aussi à leur rôle. Puis je vais aussi pouvoir les accompagner dans ces démarches-là s'ils ont besoin d'aide à ce niveau-là. Dans le même dépliant aussi, j'aborde l'accompagnement des enfants qui vivent la fin de vie d'un proche et qui vont éventuellement vivre le deuil d'un proche. Comme je disais tout à l'heure, ces derniers sont toujours les bienvenus, puis c'est possible de les impliquer aussi dans l'accompagnement de la personne qu'ils aiment tout au long du processus. Fait qu'ils peuvent aller choisir les jaquettes, amener des dessins, passer des moments collés avec la personne qui aime, nous aider à choisir des petites huiles à mettre dans sa chambre. Bref, il peut participer avec nous. Comme on le disait tantôt, la maison Marie-Élisabeth abrite la vie.
Donc, c'est possible de faire des rencontres de famille, célébrer des anniversaires. On en a fait justement en fin de semaine une grosse réunion familiale, une vingtaine de personnes. Fait que les gens peuvent venir souligner des événements spéciaux avec leurs proches. L'été arrive à grands pas aussi. On a un jardin extérieur que les gens vont pouvoir bénéficier éventuellement quand il y aura plus de neige. Fait qu'ils peuvent simplement se réunir, faire un pique-nique, faire un barbecue, faire des petits feux extérieurs ou simplement juste profiter du grand air. Malgré la diminution de la mobilité de la personne, on est quand même capable de les accommoder ou d'essayer de leur permettre ces moments-là. Tant qu'ils en font la demande, on va essayer de faire notre maximum pour pouvoir leur offrir ça. Puis aussi, on peut compter sur des bénévoles exceptionnels qui viennent offrir différents services aux gens qui sont à la Maison Marie-Élisabeth. On a un accompagnement en musique. Il y a une coiffeuse qui vient faire son tour aussi. On a un projet de photo des mains qui est fortement apprécié là, des gens qui le vivent. Il y a des services religieux qu'on peut avoir. Il y a un prêtre qui peut se déplacer, faire l'extrême-onction, puis la communion individuelle qui se fait ou d'autres rituels à la demande. Il y a une massothérapeute et une zoothérapeute aussi qui viennent nous rencontrer de façon occasionnelle. Alors, mesdames, vous l'avez bien dit, à la Maison Marie-Élisabeth, on accueille la vie. On accompagne la vie jusqu'à la fin. Et un jour, cette fin survient. La personne décède. Donc, c'est une étape ultime. C'est une étape pleine d'inconnus, plein de questions, anxiogènes, souvent pour la famille, d'une grande tristesse face à la perte. Les gens ont donc beaucoup de questions sur comment ça se passe concrètement. Quelles sont les étapes après le décès de mon proche, tant aimé? Est-ce qu'il y a des rituels possibles? Est-ce que je vais pouvoir, Cindy, tu l'as bien dit, les gens vont vivre un deuil, sont déjà en deuil dans l'accompagnement, mais quand la mort survient, c'est sûr que c'est une autre étape qui s'entame, qu'il faut accompagner. Donc, les gens se demandent s'ils vont pouvoir avoir accès à un suivi avec la travailleuse sociale, garder des liens avec l'équipe. Hein, on l'a dit, c'est une famille, c'est chaleureux. Il y a des belles rencontres qui se font à la Maison Marie-Élisabeth. Donc, les gens sont curieux de savoir comment ça se passe. Donc, je vous laisse la parole à ce niveau-là. Alors, comme disait Ève, arrive la fin de vie, parce que c'est une maison de vie, mais on les accompagne jusqu'à la fin. Alors, nous, l'équipe de soins, pendant ce qu'on appelle la période d'agonie, hein, c'est une période avant la mort où il se passe plein de choses. L'équipe médicale, la travailleuse sociale accompagne les familles pour comprendre un petit peu ce qui se passe parce qu'il y a des symptômes, il y a plein de choses. Puis, on offre un accompagnement. Si on a besoin d'un prêtre, il va y avoir un prêtre. On allume souvent un petit bougeoir, puis on demande à la famille si ça va. C'est pas religieux, c'est une espèce de lumière d'accompagnement. Donc, on allume un bougeoir pour signifier qu'il y a comme une atmosphère spéciale dans la chambre. Il y a quelqu'un que sa lumière, tranquillement aussi, hein, va s'éteindre sur Terre. Ensuite, on constate le décès. Donc là, on appelle le médecin. On vient de vivre un deuil. Donc là, la personne décède. Puis là, nous, on est à côté de la famille. Puis là, on leur dit, écoutez, premièrement, prenez le temps. Parce que chez nous, la personne peut demeurer jusqu'à 16 heures dans la maison. OK? On n'a pas de morgue, c'est sûr, mais on se rend compte souvent que les rituels, maintenant, sont très rapides. Les gens vivent souvent la crémation, puis ont besoin de voir la personne avant de partir. Des fois, ils attendent des membres de la famille qui viennent de Québec ou de l'extérieur. Donc, on peut garder la personne dans la chambre un maximum d'environ 16 heures. Donc, on prend soin de la personne, on peut mettre des fleurs, les gens peuvent apporter des petites choses, puis ils peuvent vivre ces moments-là ensemble. Ça, c'est une façon. On offre avec aussi toutes les personnes qui ont entouré la mort un petit rituel qui n'est pas religieux, où on lit des paroles, des choses. Puis aussi, la famille on demande à la famille de nous aider, de parler de la personne. Des fois, il y a des chants.
Des fois, les familles chantent, ils disent des choses, ils nous parlent des personnes. Puis des fois, on rit. On rit parce qu'ils nous expliquent des affaires, des anecdotes qui se passaient. Ça, c'est le rituel. C'est le respect de la vie de cette personne-là. Puis pour nous, c'est très important. Il va se passer aussi, des fois, les familles, comme disait Ève, ils ont vécu des moments assez longs avec nous. Des fois, c'est 1 mois, 2 mois, des fois, c'est 3 mois. Donc, ça leur fait de la peine aussi parce qu'eux aussi, ils vivent un deuil. Et la personne qui aime les quitte, mais nous autres, on est comme leur nouvelle famille. Puis, ils ont la difficulté à s'en aller tout de suite. Fait que des fois, ils vont rester avec nous. Ils vont manger un repas avec nous à la salle à manger. Ils vont prendre le temps. Fait qu'on va leur dire que la chambre, elle sera pas prise pendant cette journée-là. C'est comme une question de respect. Il y a personne qui va prendre la place pendant la journée. Donc, ils vont avoir le temps de vivre des choses, de discuter avec nous, de nous faire des au revoir, de se serrer, de se coller, de pleurer, de ramasser les choses, puis de vivre des moments comme ça. Fait que ça c'est comme ça qui entoure la fin de vie, comme la vie dans le fond. Puis pour nous aussi, le personnel, on a besoin de quitter ces gens-là. Mais dans tout ça, ben, on va avoir appelé le médecin, puis elle aussi, elle va avoir un rôle important, puis elle va vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe quand on constate un décès, il y a quand même des choses à faire. Puis comme les médecins ont suivi les personnes, ben, des choses importantes. Ben en fait, on constate en fait l'arrêt des bruits cardio-respiratoires, l'absence de pouls, les pupilles fixes, puis souvent quand la personne est décédée depuis quelques heures, ben ça se fait tout simplement. Des fois, je prends même pas le stéthoscope là, pour mettre sur le thorax. Là. Je me dis, c'est sûr qu'il se réveillera pas là. Mais c'est de prendre le temps avec les gens de constater cet état-là, puis de le colliger sur un constat de décès. Là. Évidemment, on a un constat à remplir. Et comme dit Manon, ben il n'y a pas de presse. C'est toujours ce que je redis à chaque fois que je viens constater le décès, là, il n'y a pas de presse. Souvent, si le décès survient dans la nuit, la famille est avisée que le médecin va être appelé cependant au matin. Et si le décès est au-delà de 23 heures le soir, là, on va venir au matin constater le décès. Souvent, là, la famille a quitté, puis on prend un moment souvent pour les rejoindre une dernière fois, puis leur offrir évidemment nos sympathies. Par rapport au je pense que j'ai pas plus à rajouter par rapport à ce moment-là. Je pense que le rituel, ça arrive parfois qu'on se trouve sur les lieux avant de quitter, qu'on peut le vivre ensemble. C'est quand même des liens assez forts. Effectivement, quand il reste 2-3 mois avec nous, là, c'est un grand moment. Une fois que le décès est arrivé, dans le fond, là, on rentre dans la période de deuil. Pour des proches aidants qui ont été là de façon très, très présente, très impliquée, c'est difficile pour eux de délaisser aussi. Il faut qu'ils réapprennent à vivre sans la personne. Fait qu'à ce moment-là, ben moi, c'est possible d'offrir un suivi de deuil qui va se passer à la maison Marie-Élisabeth. Elle est offerte à tous les proches qui ont vécu le décès d'un proche à la maison. Dans le fond, on fait de 3 à 6 rencontres. Si on se rend compte que la personne a besoin de plus, ben à ce moment-là, je vais référer à d'autres organisations, d'autres ressources externes. Dans les semaines suivant le décès aussi, je vais prendre un moment pour contacter les proches puis pour voir comment ils vont. Même si c'est des moments qui sont difficiles, est-ce que le cheminement suit son cours? Est-ce qu'ils ont des besoins particuliers? Puis comment moi, je peux les écouter ou les référer si le besoin y est. Puis annuellement, comme on disait, on crée des liens à la maison Marie-Élisabeth. Annuellement, au mois de novembre, il y a une soirée commémorative qui est faite. Fait que les proches des gens qui sont décédés dans l'année peuvent venir à cette soirée-là, qui est une soirée hommage. C'est pas une cérémonie religieuse, c'est plutôt un endroit d'échange et, comme je disais, d'hommage, de commémoration aux gens qui nous ont quittés durant l'année. Merci beaucoup, mesdames, pour
ces informations déjà très éclairantes, très complémentaires aussi par vos rôles distincts, mais à la fois on sent le travail d'équipe. Et je parlais en début de soirée de cœur, de sollicitude, d'engagement, d'humanité. Je pense qu'on en a déjà une belle preuve et je trouve ça très rassurant, moi, pour les familles et les personnes qui vivent ces moments-là. On s'est réunis et on a rassemblé des questions qui reviennent souvent, qu'on entend souvent. Donc, on va commencer par ça et après ça, on vous laissera, comme je le disais aussi tout à l'heure, la parole pour répondre aux vôtres, s'il en reste. Donc, la première question qu'on entend souvent, c'est quelle est la distinction entre soins curatifs et soins palliatifs? Donc, je laisse la parole à Dr. Payeur. Bien, on a des soins palliatifs dès que c'est plus possible de guérir une maladie, dans le fond. Alors, ça peut s'échelonner sur des mois et des mois. Ça peut s'échelonner sur 1 an, 2 ans. À partir du moment où on ne peut plus guérir, puis tous les soins qui seront offerts pour soulager la souffrance, pour soulager les malaises, on vient d'entrer dans des soins palliatifs. Tantôt, Dr. Payeur nous parlait d'un pronostic d'environ plus ou moins 2 mois. Et je ne sais pas, Cindy, si tu as déjà eu la question comme travailleuse sociale, mais moi, je l'ai eu dans mon passé quand je travaillais en soins palliatifs. Les familles nous demandent, ou les personnes en fin de vie nous demandent aussi, si ça dépasse 2 mois, est-ce que je vais devoir partir de la maison? Est-ce que je vais devoir laisser ma place? Si ça se prolonge, on parlait tantôt de 3 mois. Donc, c'est une question qu'on a aussi souvent, donc je vous laisse y répondre. En effet, c'est souvent une question qu'on a. Dans le fond, le pronostic de 2 mois, comme on disait avec Dr. Payeur tout à l'heure, il n'y a pas de science qui nous dit exactement que la personne va décéder à l'intérieur de 2 mois. Alors, c'est arrivé que des gens demeurent plus de 2 mois à la maison Marie-Élisabeth. Ce qu'on fait, c'est suite aux 2 mois, bien, on s'assoit en équipe, tout le monde ensemble, pour revoir la situation, revoir les données médicales, pour identifier dans quel type de pronostic on demeure. Il y a des gens qui sont entrés et qui ont décidé aussi de quitter après le 2 mois et qui ont vécu quelques mois supplémentaires dans un autre milieu de vie. La personne, quand on fait notre réévaluation, on s'assoit aussi avec la personne pour voir si le milieu lui correspond encore. Il y a des gens qui vont vouloir demeurer avec nous, il y a des gens qui vont vouloir poursuivre leur vie dans un autre milieu et revenir ultérieurement aussi. C'est des choses qui peuvent être possibles. Une chose est sûre, c'est qu'on met personne à la porte, puis il y a des gens qui décident de rester avec nous, puis dans le fond, c'est tout à fait acceptable aussi. On fait rien sans l'accord de la personne et sa famille, bien sûr. Fait qu'à ce moment-là, on essaie de trouver un milieu qui correspond à leurs besoins au moment actuel où on prend cette décision-là. Alors, ça peut être un retour à la maison, ça peut être une orientation vers une autre source d'hébergement aussi. S'il n'y a pas de lit disponible au moment où je suis prêt à être admis à la maison Marie-Élisabeth, qu'est-ce qui se passe? Bon, alors, tout à l'heure, il y a même une personne dans la salle qui m'a posé cette question-là, justement, parce que il y a une personne de sa famille qui avait demandé une place à la maison Marie-Élisabeth, qui était en centre hospitalier. Alors, c'est sûr qu'après qu'on a fait toutes les démarches qu'on a nommées tout à l'heure, il y a des personnes qui sont prêtes à arriver chez nous. On a juste 7 lits. Donc, ça peut arriver qu'on n'a pas de lit de disponible quand la personne désire venir à la maison. Et puis, ça cause beaucoup de stress aussi, hein, c'est sûr, les familles, tout ça. Quand la personne est à l'hôpital, c'est sûr que nous, on se dit, elle n'est pas en danger, elle est bien quand même sécuritaire. Quand elle est à la maison, elle devient prioritaire parce qu'elle n'est pas sécuritaire. Hein, elle peut arriver plein de choses qui ne peuvent pas être réglées à la maison. Quand il y a un lit disponible, c'est comme ça qu'on priorise les admissions. Donc, nous, dès qu'on a un lit de disponible, on téléphone au CLSC, s'il n'y a pas personne de près, on téléphone à l'hôpital et c'est comme ça que les admissions vont arriver chez nous, en ayant eu, comme on disait tout à l'heure, toute la préparation à l'avance là, pour avoir accès à la maison. Mais ça arrive malheureusement certaines fois où l'admission peut pas, les gens ne peuvent pas arriver chez nous
à cause de la disponibilité des lits. Fait que c'est comme ça que ça se passe. Et on a eu une question aussi tantôt dans la salle très pertinente, quand on parlait de l'admissibilité tout à l'heure, parler de la question des régions. Je pense qu'on ne l'a pas abordé. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas si Manon, tu voudrais venir dire un petit mot là-dessus. Est-ce que ça couvre juste Rimouski-Neigette, la Métis, le Bas-Saint-Laurent dans son entièreté? Donc, c'est des questions souvent qu'on nous demande aussi. Donc, j'en profite pour te laisser la parole. Effectivement, ça aussi, c'est demandé. Donc, nous, on est régi, en fait, par le ministère de la Santé et par le CIS. Donc, la maison Marie-Élisabeth, elle appartient à la population, elle est régie par le CIS, et nous, dans notre réglementation, on dessert la région Rimouski-Neigette. Donc, quand on sort de ce secteur-là, on devient des admissions extérieures. C'est possible d'avoir des admissions extérieures chez nous à certaines conditions. Habituellement, c'est qu'on ait au moins 2 lits de libre et pas de demande à domicile ni au centre hospitalier prévu pour les prochains 24 à 48 heures parce qu'il ne faudrait pas admettre quelqu'un de l'extérieur puis empêcher quelqu'un de la région d'arriver dans les 7 lits qu'on a. Mais à l'occasion, on peut accueillir des gens qui viennent de l'extérieur. Souvent, c'est des gens qui sont originaires de la région, mais qui ont habité à Québec, à Montréal ou ailleurs toute leur vie. Et là, maintenant, ils sont en soins palliatifs et ils désirent mourir près de leurs proches. Fait qu'en fait, c'est très légitime. Toutes leurs familles proches sont dans la région et ils aimeraient avoir l'occasion d'avoir le privilège de vivre leur fin de vie ici. Donc, sous certaines conditions, quand, comme on dit, ça n'empêche pas les gens de la région de venir chez nous, il pourra y avoir des gens de l'extérieur. Ça arrive à l'occasion. Pas très souvent, mais on est assuré par contre que ça enlève la place à personne. C'est un momentum où on peut avoir une place pour ces gens-là. C'est ça pour les régions extérieures. Une autre phrase qu'on peut entendre aussi parfois, c'est « Mon proche a eu une piqûre et il est décédé ». Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, là, quand on parle de piqûres, il y a souvent beaucoup de piqûres qui se donnent à la maison Marie-Élisabeth. Je vois des infirmières dans la salle qui en ont donné quelques-unes depuis l'ouverture de la maison. Mais en fait, il y a des piqûres qui... Je pense, mettons, pour la douleur. OK, les médicaments pour la douleur, quand ils sont en injection, durent à peu près 4 heures en moyenne. Alors, 4 heures, vers la fin de la vie, s'il y a d'autres médicaments qui se greffent pour l'anxiété, qui peuvent se donner en entredose aux heures, aux 2 heures, alors ça fait beaucoup d'injections. Et à un moment donné, la fin de vie va arriver. Et c'est possible que cette fin de vie-là suive immédiatement une injection. Mais c'est pas celle-ci qui a provoqué la mort, c'est que le déclin s'est fait graduellement et on arrive à un momentum, finalement. Pour ce qui est du protocole d'urgence, là où on donne 3 médicaments en même temps, parce qu'il y a une situation d'urgence qui nécessite que la personne perde conscience de cet événement-là, puis qui diminue l'anxiété associée à ça, mais à ce moment-là, le but, c'est une sédation d'urgence. On veut calmer l'urgence, on veut diminuer l'inconfort rapidement. Alors là, à ce moment-là, c'est pas une injection qui va nécessairement amener un décès rapide. Ça va amener la personne à dormir pour une durée de 3-4 heures en général. Puis après ça, on va ajuster la médication régulière pour qu'elle reste bien puis qu'elle n'ait pas d'autres protocoles d'urgence. Parce que quand on y va à cette médication-là, c'est parce qu'il y a un mal-être évident, urgent à soulager. C'est ce qu'on appelle des fois le protocole, là, mais dans le fond, c'est une sédation d'urgence. La personne arrête de manger, arrête de boire. Ça aussi, ça crée souvent des inquiétudes chez les proches. Et on se demande souvent qu'est-ce que ça veut dire quand la personne arrête de s'alimenter, de s'hydrater. Donc, je pense qu'il y a aussi plusieurs pistes à ce niveau-là. On pourrait répondre toutes les deux, mais en fait, le corps se prépare à mourir, se prépare à ne plus respirer et le cœur à ne plus battre. Donc, en général, évidemment, on n'est pas passé par là personne. Donc, on ne peut pas dire avec certitude s'il n'y a pas ou non souffrance de ne pas boire ni manger, mais on peut présumer que ce n'est pas la même sensation que quelqu'un qui est dans la salle puis qui n'a pas bu depuis 48 heures. Il y a une préparation graduelle du corps,
Maintenant, on donnait l'exemple, quand on est bien grippé ou une pneumonie, puis on est bien malade, on n'a pas bien le goût de manger. Fait que, ben, quand notre corps est lasse à ce point de mourir prochainement, souvent, c'est une souffrance qui est pas, qui est pas ressentie de la même façon. Et si on voulait aller contre, puis on voulait donner de l'hydratation intraveineuse pour dire ça n'a pas de bon sens, il va mourir assoiffé, on viendrait faire le contraire, on viendrait causer des inconforts, souvent des sécrétions plus abondantes, on viendrait nuire au processus naturel. Bien, on l'a dit quand même tantôt, une question qu'on nous demande, est-ce qu'il y a des frais pour entrer à la Maison Marie-Élisabeth? On l'a bien nommé tantôt, non. Il n'y a pas de frais. On a aussi, bien sûr, on est dans l'ère de l'aide médicale à mourir. On a beaucoup de questions par rapport à ça. Est-ce qu'on peut faire cette demande-là? Si oui, comment ça se passe? Sinon, pourquoi? Donc, je laisserai encore la parole à Dr Payeur à ce niveau-là. Bien, au sens de la loi, dans le fond, l'aide médicale à mourir, qui est, somme toute, l'euthanasie, c'est en fait une injection de 3 médicaments qui vont amener la mort dans les prochaines minutes. Et c'est vraiment la personne qui, en toute connaissance de cause, fait cette demande-là en vue d'en arriver à ça. Et ça demande tout un processus, une évaluation de 2 médecins, une évaluation d'équipe interdisciplinaire. À la Maison Marie-Élisabeth, on s'est positionné dès que la loi est sortie, à l'aide d'un comité où il y avait un juriste, il y avait un éthicien, il y avait 2 médecins, la direction, pour se positionner si on l'offrait ou pas. Et ça a été non, on ne l'offrira pas, parce que notre mission est d'accompagner les gens jusqu'à la toute fin, avec tous les moyens qui nous étaient disponibles en équipe interdisciplinaire, si jamais la personne... Mais c'était à ce moment-là, en 2015, en décembre 2015. Est-ce que ce sera ça tout le long de la vie de la Maison Marie-Élisabeth? Je ne peux pas me prononcer. À l'époque, ça a été la décision. On respecte les gens qui font cette demande-là et ce n'est pas une question d'objection de conscience de l'organisation, c'est tout simplement une décision organisationnelle à ce moment-là et on va accompagner la personne. Si elle a bénéficié de nos soins palliatifs et elle a des souffrances intolérables, insupportables, et elle veut recourir à cette solution-là, on va la respecter pleinement, on va l'accompagner pour qu'elle ait accès à ces évaluations-là, et on ne fera pas aucune objection à ça. Cependant, ça ne pourra pas se faire à l'intérieur de la maison, en tout cas pour l'instant, en 2019 et pour les temps à venir, là. Ce que je voulais aussi rajouter par rapport à ça, c'est que quand cette demande-là est faite, on essaie bien de cerner pourquoi la demande elle est faite. OK? Quel est le type de souffrance? Puis souvent, ben on a accompagné la personne, alors on a vu venir la situation aussi. On essaie de bien l'accompagner puis de découvrir qu'est-ce qu'il y a vraiment comme souffrance. Puis c'est cette souffrance-là qu'on veut accompagner. Fait que la travailleuse sociale, l'infirmière en équipe, on va essayer de bien cerner la situation. Et là, je rentrerai pas dans le processus, comment on va fonctionner. Généralement, le médecin traitant serait probablement demandé auprès du patient pour voir un peu s'il est prêt à s'impliquer. Mais bon, ça, c'est tout un processus pour lequel on n'est pas ici aujourd'hui. Mais c'est certain que ça va être adressé. Et juste pour vous dire, avant que le patient entre, on n'en a pas parlé, mais il signe des papiers. Il signe des papiers pour dire quels soins on offre à la maison, quel accompagnement on peut faire, et qu'il est en accord avec ça, et il le sait quand il entre à la maison qu'il ne pourra pas avoir accès à ce soin-là à l'intérieur des murs de la maison. Voilà. Alors, il peut retourner vers le centre hospitalier si l'évaluation permet d'y avoir accès, ou le domicile, ce qui était également possible. Merci, Dr Payeur. Moi, dans mes salles de classe, on me demande souvent, quand je parle de l'intervention en soins palliatifs ou l'approche de la mort, les étudiants me demandent souvent de quoi ont plus peur les gens en fin de vie. Qu'est-ce qu'ils appréhendent le plus? Donc, c'est des thèmes aussi qu'on doit aborder dans l'accompagnement. Autant les médecins, les infirmiers, les bénévoles aussi sont interpellés des fois par rapport à ces questionnements-là, la travailleuse sociale. Donc, j'inviterai
Cindy, Manon, peut-être, ou l'ensemble Ensemble. du trio Tout à ensemble. venir répondre à Tout cette ensemble. grande question. Il faut le dire, je pense que vous ne serez pas trop de trois. Non. Alors, c'est sûr que les peurs de mourir, c'est déjà quelque chose de grand. Mourir, c'est quelque chose moi, je dis souvent aux gens, quand on n'a pas de mode d'emploi, comme on dit souvent avec nos enfants, on aimerait ça avoir le petit guide après le placenta, hein, pour savoir comment, mais on ne l'apprend pas. Puis la mort, on ne l'apprend pas non plus. Fait que c'est sûr que ça amène des peurs, des inquiétudes. Souvent, la peur, Marie-Josée, elle peut l'entendre souvent, de souffrir, hein, je pense. Le patient dit... fait que nous, on dit, discutez-en avec le médecin. Il nous dit, moi, j'ai peur de souffrir. J'ai peur de mourir. Étouffé, effectivement. Ça peut être peur de... Ce que je vois beaucoup, c'est peur de laisser mes proches, peur de laisser les gens qui sont qui vont vivre avec mon décès, peur qu'il y ait des conflits, peur que la famille se dissout, des choses comme ça. C'est beaucoup ce que j'entends. Oui, il y a une chose qui me vient tout d'un coup, là, mais c'est rare qu'on a entendu la peur de mourir tout seul, là, de mourir seul dans la chambre au moment où ça va arriver, c'est rare que ça nous ait... Puis pourtant, c'est une crainte que les proches ont de laisser la personne mourir seule, mais c'est pas une crainte qui est partagée. Souvent. Fait que la mort, ben on peut dire que c'est... nous, on dit, tous les décès sont différents, c'est comme toutes les naissances. On peut pas en prévoir une. On peut dire la personne va naître telle date, le petit bébé est attendu, finalement, il n'arrive pas à cette date-là, c'est une césarienne, ça vire n'importe comment, parce qu'on peut pas le prévoir. La mort, c'est la même chose. Toutes les personnes chez nous meurent individuelles, comme eux, ils sont. Puis on s'adapte à chaque fois, puis on les écoute, puis on essaie de suivre... c'est eux autres qui nous dirigent, dans le fond. Fait que les peurs, ils peuvent être multiples. Puis probablement qu'il y a des peurs qu'on n'a pas encore entendues puis qu'on va entendre. C'est à nous d'être capable de les accueillir, de les entendre. Mais c'est sûr qu'on n'a pas de mode d'emploi. Même avec toutes les années qu'on a vécues en soins palliatifs, on n'a pas de réponse préfaite à donner. Mais c'est juste les écouter, les entendre. Puis... moi, je tende à dire qu'on a tout ce qu'il faut à l'intérieur de nous pour mourir, parce qu'on a tout ce qu'il faut pour naître. C'est juste que c'est la personne, elle le découvre, puis elle nous le dit au fur et à mesure. Fait que c'est un petit peu rassurant. C'est pas parfait, mais c'est un petit peu rassurant. Fait que merci. Puis je pense que l'ensemble de l'équipe est vraiment ouvert à ces dialogues-là avec la personne. Donc, juste d'offrir un espace et de savoir que c'est possible d'en parler, parce qu'on parle beaucoup de la vie, mais on aborde la mort aussi sans tabou dans ces lieux-là. Donc, je pense que ça fait toute la différence, à la fois pour la personne en fin de vie que pour les proches. Puis moi, je le vois beaucoup chez les gens, cette ouverture-là, en respectant toujours les croyances, en respectant le rythme, le cheminement. Donc, ça, je pense que ça vaut la peine de le mentionner. Manon l'a dit tantôt, il y a 180 bénévoles à peu près à la Maison Marie-Élisabeth, donc c'est une grande équipe bien solidaire, bien investie, bien engagée. Et les gens, des fois, nous demandent, ben, qu'est-ce que je pourrais faire, moi, pour aider? Est-ce que c'est... Parce que des fois, il y en a qui ont des craintes sur l'accompagnement des personnes malades. Est-ce que je vais être obligée de donner des soins si je suis pas confortable? Est-ce qu'il y a d'autres endroits où je peux m'impliquer. Donc, je pense qu'il y a une variété de possibilités qui serait importante de rappeler aux gens qui auraient le désir de s'investir avec nous. Oui. Alors, le bénévolat chez nous, c'est, écoutez, de la porte d'entrée à presque la cour extérieure. Donc, quand on entre, on a du bénévolat à l'accueil, on a du bénévolat au côté administration, quelqu'un qui a fait de l'administration toute sa vie, qui veut faire de la sollicitation. Des fois, les gens, ils veulent être bénévoles, mais ils veulent pas nécessairement rencontrer la clientèle ou les gens. Ils veulent faire quelque chose de plus individuel. Ils peuvent travailler à la cour extérieure. Des gens, ils peuvent être bénévoles juste de façon sporadique. Bientôt, ça va être le ménage de la cour extérieure. Il y a une équipe qui va arriver de bénévoles qui vont nous aider, planter les fleurs, s'occuper du jardin.
de tout l'aménagement extérieur. Il va y avoir des bénévoles qui vont travailler à la sollicitation quand ça va être la vente de billets. Bientôt, c'est le marcheton. On est tous un petit peu bénévoles pour ramasser des sous pour ce marcheton-là. L'en parler aux autres, c'est du bénévolat aussi qu'on fait avec nos familles, avec nos proches. Ensuite, ben là, arrive la cuisine. Donc, Fabrice est tout seul comme chef. Lui, il est là le matin, mais l'après-midi, le souper, les bénévoles viennent lui aider, couper des légumes, préparer de la nourriture. La fin de semaine, la personne qui fait le ménage n'est pas là, donc des bénévoles qui viennent donner un coup de main pour l'entretien ménager. Il y a du bénévolat sur toutes les formes chez nous. Tous les bénévolats, je dirais, sont bien, sont bons. Ensuite, on tombe aux soins. Alors, les bénévoles aux soins, ils sont formés pour les soins. Ils apprennent des formations de base spéciales pour pouvoir faire de l'accompagnement, puis nous aider aussi au niveau des soins. Donc, les déplacements sécuritaires des patients, puis des formations sur mesure faites par, accréditées par le ministère de la Santé, qui 18 heures quand même de formation, qui reçoivent maintenant obligatoirement là, dans la première année de bénévolat chez nous. Donc, le bénévolat, vous voyez, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être fait en quelques heures par année, mais les bénévoles qui sont aux soins ou qui sont dans d'autres secteurs, souvent, ils ont un quart de travail, de 8 heures à midi, de midi à 4 heures, de 4 heures à 8 heures. Ça peut être fait une semaine sur 2, ça peut être fait à tous les semaines. Il peut y avoir plusieurs possibilités, mais c'est sûr que sans les bénévoles, la maison ne pourrait pas fonctionner. Puis je pense que tu pourrais facilement, Paul, nous dire le montant au niveau salarial que ces bénévoles-là apportent à la maison, parce que je pense que c'est important de le dire, non? Écoutez, c'est vraiment impressionnant. L'année passée, il a été calculé que tout le bénévolat qui a été fait au cours de 2018 équivalait à 300 000 $. Alors, si les bénévoles n'étaient pas là, c'est un 300 000 $ additionnel qu'il faudrait aller chercher dans le milieu. Alors, c'est vraiment une contribution qui est excessivement importante. Merci beaucoup. Et des fois, les gens nous proposent des idées aussi originales, selon leurs talents, selon leurs souhaits aussi, face à l'aide qu'ils veulent offrir, de la zoothérapie, on en parlait tantôt. Donc, la guitare, de la musique, les gens ont de multiples talents. Donc, je pense que tout est ouvert encore là à la maison pour accueillir les gens qui auraient envie d'apporter leur contribution à leur façon. Là, je regarde notre liste. Je pense que ça fait le tour. On en serait, je vais juste vérifier pour être sûre, mais je crois que oui. On en serait à prendre vos questions si vous en avez, dans la salle, aussi sur le web. Pas de questions virtuelles? Non? Dans la salle, est-ce que vous en avez? Ça, moi, quand ça m'arrive en cours, ça veut dire que j'ai vraiment été claire, là. Donc, moi, je féliciterais nos conférenciers. Quand il n'y a pas de questions, c'est assez bon signe. Oui, on en a une. C'était pas si clair que ça. Comment on fait pour décompresser quand on accompagne? C'est une excellente question. Très important. Comment on fait ça? Bon, on peut tous ensemble dire ce qu'on fait. Premièrement, on rit, hein? Oui. On rit, parce que la maison, puis on jase avec nos bénévoles. Eux autres sont réconfortants, parce qu'ils arrivent de l'extérieur, puis ils sont là engagés, mais ils sont engagés avec leur cœur à 100%. Puis eux autres, ils nous aident beaucoup. Ils nous font rire, ils nous font décompresser, ils nous accompagnent. Moi, j'ai eu des bénévoles aux soins, puis j'en ai encore qui sont extraordinaires, que j'ai vécu des choses, parce que c'est des sages, hein, c'est souvent des gens qui arrivent du milieu ou qui arrivent avec des choses différentes. On continue à vivre. Il y a les bénévoles, mais il y a les patients. Aussi. Les patients, leurs familles. Aussi. On voit tellement la fin de vie qu'on se dit, mais on n'a pas de temps à perdre pour profiter de la vie. Je pense que moi, c'est ma plus belle leçon, là, c'est de dire, j'ai pas de temps à perdre pour profiter de la vie. Fait que c'est à moi de saisir chaque instant, et c'est ce qui fait qu'on se ressource. Hein. Puis moi, je me dis, je me rends compte depuis, c'est sûr, ça fait juste 2 mois que je suis à la maison Marie-Élisabeth.
Mais je me dis, regarde, c'est ça, je suis jamais toute seule. On se tient par la main. On se tient par la main, oui. On prend la peine de s'en parler, puis de s'écouter, on se colle. Mais c'est ça, c'est tous des petits baumes pour le cœur qui nous permettent de continuer. Puis les gens qu'on accompagne sont merveilleux, c'est des belles rencontres aussi. Fait que de savoir qu'on a été là pour eux, ben c'est un baume aussi de se dire qu'on a pu leur permettre une fin de vie dans le respect. Ouais, en effet. La chaleur du milieu, hein, ça c'est sûr, puis offrir des espaces aux gens pour bien vivre les choses ensemble. Tu sais, tout le monde est là pour les bonnes raisons. Tout le monde a un rythme aussi qui est respectueux, qui est pas... tu sais, c'est très, très exigeant, mais on sent quand même que les gens prennent le temps. Donc ça, je pense que ça peut faire toute la différence aussi pour prendre soin des gens et prendre soin de nous aussi. Pour arriver à bien prendre soin des gens, il faut le faire. D'autres bonnes questions comme celle-là. On aime ça, les questions. Oui, toutes les questions sont bonnes. Ça aussi, il faut dire ça. Est-ce que je peux avoir donc, la question est concernant le marcheton. Est-ce qu'on doit avoir ramassé de l'argent ou on prend les dons volontaires aussi un petit peu sur le moment? Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait répondre? Madame la directrice. La contribution est volontaire. C'est-à-dire qu'on accueille tous les gens qui ont envie d'être solidaires, de venir marcher avec nous, de participer à cette belle marche-là. Donc, ces gens-là sont les bienvenus. Évidemment, ben, comme notre mission, c'est aussi d'assurer la pérennité des services, des soins, ben, on accueille les dons également. Vous pouvez aussi former des équipes, mais la contribution demeure volontaire. Une autre main levée. Oui, bien, c'est juste pour compléter. À la maison Marie-Élisabeth, il y a des... Voulez-vous venir au micro? Venez au micro. Ah oui, ça vaut la peine. Oui, un bon porte-parole pour le marcheton. Oui. À la maison Marie-Élisabeth, il y a des dépliants, merci, qu'on va chercher. On les remplit si vous êtes pour une personne ou pour un groupe de personnes. Puis, on peut rencontrer nos amis puis dire, bon, veux-tu donner quelque chose, 5 $, 10 $, à partir de 20 $, on peut avoir un reçu pour fin d'impôt. Ça, c'est une chose. Mais à chaque année, quand quelqu'un demande comme ça d'argent, puis que quelqu'un vous donne 20 $, elle va donc recevoir un reçu pour fin d'impôt. Mais ça va coûter 1 $ et quelques à la maison pour lui envoyer son reçu pour fin d'impôt. C'est ça, hein? Si on passe par Internet, on s'en va sur le site de la maison Marie-Élisabeth. Tout de suite en haut, c'est marqué marcheton, instruction. J'encourage, je participe, puis je m'inscris. Vous pouvez aller vous inscrire là, une personne ou un groupe. Puis, vous mettez votre nom, ou vous pouvez mettre votre photo, ou la photo de votre chien si vous voulez. Puis, les gens pourront aller sur le même site, aller à j'encourage, je participe, et vous donner des sous par là. À ce moment-là, les personnes vont recevoir directement leur reçu pour fin d'impôt sur leur ordinateur. On vient de sauver 1 $ par envoi. Puis si ça ne vous tente pas de faire ça, il y a déjà des gens qui sont inscrits là, que vous pouvez aller leur donner de l'argent. Ben, vous ne donnez pas à eux autres, vous donnez ça à la maison parce qu'il n'y a pas aucun intermédiaire dans tout ça. Tout le monde qui donne directement à la maison. Il n'y a pas quelqu'un qui pige un petit pourcentage à travers de ça. Ça répond-tu? Merci, Marcel. Merci, Marcel, un fervent bénévole pour ces informations précises et sur toutes les plateformes en plus. Je pense que vraiment, ça valait la peine. Merci beaucoup. D'autres questions qui seraient laissées en suspens dans la communauté virtuelle, Maude? C'est toujours beau. Ben écoutez...
Ça met fin à... Merci. Ève, qui est bénévole avec nous. C'est ça, prendre depuis soin. avant la maison. La maison n'existait pas, Elle en fait. n'existait même pas. 2007. Puis, elle militait pour la maison. Puis elle nous a jamais quittés, toujours avec nous. Ouais. Puis elle allait de toutes les sauces. Puis on adore ça. Elle fait des journées avec nous, de ressourcement et tout ça. Fait qu'on est vraiment contents parce qu'elle est très compétente aussi dans son domaine. Puis, fait que je tiens à te remercier elle, personnellement, vraiment, de toute l'équipe, de toute la maison. Merci. Puis toutes nos petites filles en arrière, qu'on a dit tout à l'heure, qui font partie de toi. Merci. J'aimerais ça que vous nous dites si vous avez appris quelque chose ce soir. Avez-vous appris des choses sur la maison? Oui? Oui. Est-ce que vous avez trouvé ça intéressant? Puis est-ce que vous êtes porte-parole maintenant pour nous autres? Ouais? En tout cas, merci beaucoup. Mais c'est intéressant d'avoir des jeunes, je trouve, Oui, aussi, très intéressant. parce qu'on l'a dit, là, les enfants, les ados ont leur place aussi à la maison, vivent ces réalités-là beaucoup plus qu'on pense. Donc, je pense que c'est important pour toute l'équipe de les considérer puis de leur donner la parole aussi dans tout ça. Merci, Manon, pour ton mot qui n'était pas du tout prévu à l'horaire. Je pense que s'il y a quelque chose à retenir de notre soirée, c'est, puis je pense que c'est un discours qu'on veut justement transmettre le plus possible, que la maison Marie-Élisabeth, c'est une maison de vie. Hein, souvent, on dit que c'est une maison de fin de vie. Oui, c'est le cas, mais je pense que quand on y entre, on sent déjà vraiment la vie beaucoup plus qu'autre chose. Donc ça aussi, je pense que ça peut être un discours qui est réconfortant pour les gens. Puis je pense que c'est souvent des témoignages qu'on a. Je vous remercie de votre présence, de vous être déplacés ce soir. Merci aussi aux gens à la maison qui nous ont suivis. La conférence sera disponible aussi virtuellement sur le site de la maison. Je me trompe pas en disant ça. Donc dans dès demain, je pense, avec un lien. Donc, qui pourra rejoindre encore plus de gens. Donc, vous pouvez passer le mot aussi en disant que c'est disponible. Et on a un petit formulaire d'appréciation de la soirée, toujours dans l'optique de répondre aux besoins de la population. Je l'ai dit, la Maison Marie-Élisabeth, c'est une œuvre collective pour la population, faite pour vous, avec vous, grâce à vous. Donc, on veut récolter un petit peu vos commentaires puis vos idées pour d'autres soirées comme ça qui pourraient répondre à un besoin. Donc, je pense que les formulaires sont à l'arrière. Ah, notre groupe du Saint-Jean va pouvoir vous donner ça à la sortie. Donc, merci encore beaucoup et je vous souhaite une belle fin de soirée. Merci à nos conférencières aussi qui ont été très claires. Ouais. Bonne fin de soirée.